Lionel Soucaz et René Chana, qui ne figuraient pas sur le carton tout à l'heure. Donc j'ai le plaisir maintenant d'inviter René Chana, Thibaut Croisy pour la suite de la journée. Et Noël Arquet. Oui, j'appelle les intervenants à me rejoindre. Allez-y, on y est. Je n'ai pas eu beaucoup d'informations sur le premier intervenant, mais je crois que de toute façon il ne sera pas présent. Qui va lire son texte? Johanna. Il est 5 heures. Elle a dit qu'elle venait à 5 heures. Elle peut passer à la fin. Ah, sinon on fait comme ça. D'accord. Eh bien, on va d'abord donner la parole à René. On ne se quitte plus. Plus de soir, vous allez bien? Bon, vous êtes là. Ah bon, c'est ça, c'est marqué ici. Alors, donc on ne présente pas évidemment René Scherrer, professeur à l'Université de Paris 8, dont l'œuvre philosophique est bien connue, que je connais moi personnellement aussi pour de toutes autres raisons, puisque j'ai écrit une biographie d'Éric Robert qui sort prochainement, et vous savez, comme vous ne savez peut-être pas, Éric Robert est le frère de René Scherrer, et on a accordé un témoignage passionnant à ce sujet. Il sera en bonne place dans le livre. Donc aujourd'hui, c'est pas pour parler d'Éric Robert que C'est ça. tu es un des co-auteurs d'une biographie qui qui paraît le 3 janvier. Arrêtons là la pub. Il faudrait l'annoncer que ça fait une propagande. Voilà, c'était la minute d'autopublicité, mais on est vraiment complètement hors sujet. Donc, on va parler de Lionel Soucaz, mais c'est pas exactement l'intitulé de mon intervention. Ah non, il n'y a pas d'intervention. L'intervention, j'avais donné à Stéphane, qu'il avait mis, parce que c'est-à-dire que j'ai déjà sur Lionel écrit un article il y a deux ans à peu près, qui était sur Internet, mais qui a été donné dans une revue. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Point ligne plan. Pour le cinéma. Voilà. Point ligne plan à la Et que j'avais appelé une vitalité désespérée. Comme, voilà, ce titre, c'est une formule comme ceux qui ont une connaissance de Pasolini ont pu la lire chez Pasolini, c'est une formule pasolinienne. Je l'avais utilisée pour ce titre. Parce que je pense qu'il y a, en dépit des différences qu'il y a forcément à la fois dans la personne, dans le cinéma, il y a une certaine, il y a des analogies, il y a des résonances tout au moins entre Pasolini et Lionel. Ne serait-ce évidemment, c'est un lien évident par l'intermédiaire de l'homosexualité, qui est d'ailleurs, il faut dire, le thème qui ici réunit autour de cet Eros militant, le cinéma de Lionel Soucaz. Donc on peut dire que c'est Pasolini aussi, dans d'une certaine mesure, à travers un certain nombre. C'est pas uniquement cela, mais il y a de l'éros militant chez Pasolini, il y en a dans sa poésie, il y en a dans ses romans. Or, il y en a aussi chez Lionel. Tout cela pour dire que cette vitalité désespérée, je l'avais empruntée à Mussolini. Excusez-moi, là c'est erreur impardonnable. N'ayant pas la possibilité, on a forcément l'imagination est toujours courte, on a des réserves, mais on n'en a pas infiniment, donc je ne voulais
je n'avais pas l'idée quand Stéphane m'a demandé de faire quelque chose. Je croyais que c'était une table ronde. Je ne savais pas que ça aurait une si grande portée, une si grande importance, que ça soit un véritable colloque s'étendant sur plusieurs jours. D'ailleurs, je m'en réjouis pour Lionel également, et je trouve que c'est parfaitement justifié, mais dans mon esprit, c'était un petit table ronde, donc je n'avais pas pensé écrire un texte. Et l'ayant envoyé, on m'a demandé le titre. Alors, ce titre, c'était Lionel Soucard, une vitalité désespérée. Si vous ne l'avez pas lu, bien que je ne sois pas très partisan inconditionnel des moteurs de recherche sur Internet, vous le trouvez à ce titre sur Internet, donc vous pourrez le recopier. C'est pas la peine de faire double emploi, allez le chercher, vous le trouverez. Alors, je me suis dit, je vais changer. Alors, j'avais mis violence et passion. Violence et passion, c'était aussi pasolinien d'ailleurs, puisque Pasolini a écrit, comme vous le savez, un roman qui s'appelle Une vie violente, donc ça ne détournait pas non plus de la référence pasolinienne. Mais, ayant écrit Violence et passion, j'ai entendu aujourd'hui de la part d'une personne qui était à la table précédente, qui a dit des choses très intéressantes, mais je ne suis pas d'accord avec ce qui avait été dit, que j'avais entendu, et qui est intéressant. C'est uniquement autour de cela que je construis ce que j'improvise ici. Elle avait dit à juste titre, en parlant des éléments pornographiques, c'est-à-dire de représentation de sexe, de nu, d'actes comme la sodomie qui se trouve chez Lionel, effectivement, en particulier dans un certain nombre, pas dans toutes ces œuvres, mais dans un certain nombre d'œuvres. Je ne sais pas ce X, le sexe des anges, ou tout au moins ceux qui sont classés, je pense, j'ai l'impression sur le texte classé X comme celui qui n'est pas présenté, qui s'appelle Friend Boy, je pense, Boyfriend 2, qui ne peut pas être présenté en raison de la censure. Donc il y a effectivement une lutte de Lionel contre la censure, de la même façon que Pasolini a lutté toute sa vie contre la censure, mais contrairement à Pasolini, les films de Lionel n'ont pas été n'ont pas donné lieu à des procès contre la censure. Je ne sais pas comment il en a eu. Pasolini en a eu plus de 50, un nombre considérable. Toutes ces œuvres et tous ces films ont été soumis à la censure italienne. Il a dû s'en défendre en permanence. Lionel a dû s'en défendre. Nous avons lu même lors d'une présentation dont je n'ai pas l'historique très présent à l'esprit, mais peut-être d'autres l'ont eu, une intervention des flics, mais c'était lors d'une présentation, je crois, de films, et pas seulement ce Lionel, il y en avait d'autres. On a été amené vers ces années-là, donc ces films parlent 77 à peu près, on a été amené pendant quelques heures à un commissariat, je ne me rappelle plus lequel. Mais enfin, on rappellera cela si on en fait l'histoire. Je ne veux pas être long, je dis simplement quelques petites choses à bâton rompu. Donc il y avait cette confrontation de Lionel avec Pasolini, cette ressemblance avec lui sur le plan de l'héros militant, sur le plan du fait que ses œuvres sont soumises à la censure, et sur le plan que j'abordais à l'instant même, lorsque on a parlé de l'érotisme et de la pornographie, et également, alors il a été prononcé l'expression, c'est ça que je relève,
et j'en discuterai volontiers parce que ça me semble important. Cette demoiselle a dit pour montrer qu'il n'y avait pas, qu'il y avait dans la présentation que Lionel fait de l'homosexualité ou de la pornographie, qu'il n'y avait dedans aucune violence. Et en disant tous les éléments pornographiques, si je résume bien ce que vous avez dit, si vous êtes là, tous les éléments pornographiques de Lionel sont accompagnés d'amour, ce n'est pas quelque chose qui est un amour qui conduit au crime, à la violence, non, il n'y a pas de... Pourquoi je ne suis pas d'accord avec cela et pourquoi je dis au contraire qu'il y a une extrême violence chez Lionel Soucave? Non pas du tout que je considère la violence comme étant l'assassinat, le meurtre, le crime ou le viol, quelque chose qui soit une prise, par exemple, d'une personne que l'on attache, que l'on opprime, que l'on attaque à plusieurs. Non, c'est pas du tout ce genre de violence. Ce genre de violence, on en a vu d'ailleurs un élément tout à l'heure. Je me contente de cela puisque vous en avez vu les éléments sur cet écran. C'est par exemple dans les petits moments où il y a X qui est ce film qui fait allusion d'ailleurs au film classé X, on voit les éléments de cette violence qui est construite par le montage. Au moment où on voit le pape, où l'on voit Bush, où l'on voit en même temps des scènes, plus ou moins des scènes ou des corps nus, plus ou moins de pornographie, plus ou moins érotique, lorsqu'on voit également d'autres scènes qui peuvent être des scènes de guerre ou autres, enfin, tout un tas de superposition ou de succession extrêmement rapide d'images, c'est ça que j'appelle la violence de l'image. Et je pense également d'ailleurs que même lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas une construction de l'image à partir de ces éléments qui sont superposés de façon très rapide, qui se chevauchent et qui se répètent également d'une façon obsessionnelle ou obsédante, plutôt obsessionnelle est un mot un petit peu malencontreux, une façon obsédante, il y a quelque chose qui est justement cette violence, qui est la force, qui donne à l'image la force, l'intensité, en reprenant là une expression et une analyse d'une personne qui est morte et que quelques-uns d'entre vous ont pu connaître, qui est notre collègue et amie Geneviève Clancy, qui a écrit, qui a passé sa thèse même avec un livre consacré à la violence poétique. Donc la poésie est violence. La violence c'est la force, c'est pas du tout quelque chose qui soit nécessairement, qu'il est aussi, qui soit nécessairement de ce que l'on appelle violence dans le langage courant, et une action destructive à l'égard d'autrui, mais c'est aussi la force, l'intensité. Pourquoi je ne dis pas intensité? Parce que le mot intensité est un peu abstrait, c'est un peu spécialiste. On peut dire également intensité, mais je dirais qu'il y a une violence extrême également chez Van Gogh, par exemple, dans l'usage de la couleur chez Van Gogh, bon, elle est nécessairement violente. Artaud ne s'y est pas trompé, puisqu'il a consacré tout son article sur Van Gogh à cette violence qui est également la puissance, l'intensité de Van Gogh. Ce que l'on peut trouver, mais avec les transferts, les transpositions qui sont nécessaires, aussi dans le style cinématographique de Lionel, qui, que ce soit avec des couleurs, ou que ce soit sans couleurs, manifeste également la même violence. J'ai participé plus ou moins à deux tout au moins films de Lionel, c'est-à-dire le Rasdep, dont un fragment a été
a été montré tout à l'heure avec la troisième partie où il y a Guillaume Quinghem, et également un film sur Guillaume Quinghem qui est en voie d'exécution, si l'on peut utiliser ce terme, ou de réalisation, qui n'est pas terminée, qui est plutôt une ébauche, et je pense que dans ces deux films également, on pourrait, si on en faisait l'analyse, et s'il le méritait, voir quelque chose qui peut s'appeler la violence de l'image. Alors, sur le terme de violence, c'est ainsi que j'expliciterai le terme, pourquoi justement il y a cette violence qui est aussi une vitalité, qui est aussi une intensité, qui est aussi une force qui se traduit de façon diverse, plus ou moins accentuée, très accentuée dans des films comme celui-là, X, moins accentuée peut-être dans la partie que l'on a vue de Rastep. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la confrontation entre parenthèses, par Bill Marshall avec le neveu de Rameau, et je pense que les deux retentissent l'un sur l'autre, et je pense qu'effectivement, après, bien que Diderot ne soit pas, je pense, homosexuel, ni que le neveu de Rameau l'ait été, je pense qu'il y a quelque chose qui, incontestablement, dans ce dialogue, dans cette promenade, fait beaucoup penser, de ce point de vue du style, au neveu de Rameau, sinon à Jacques le Fataliste, qui est aussi en dialogue, mais c'est certainement plutôt le neveu de Rameau. À ce propos, puisqu'on avait évoqué le problème du sida relativement à l'homosexualité, je ne sais pas, ça s'est fait là tout à l'heure, je l'ai entendu au passage, je n'entends pas bien, de sorte que je ne sais pas si ce que j'ai entendu, je l'ai inventé, ou si c'est vrai. Quoi qu'il en soit, on avait évoqué cette idée, où elle m'était venue à l'esprit, et il y a chez Diderot quelque chose, une réflexion très curieuse, c'est dans le supplément au voyage de Bougainville, je crois, ou dans un autre, ou peut-être dans le songe de Dalande, je ne me rappelle plus, où on lui dit, à une époque où la sodomie, ou la bougrerie, ou la pédérastie, le mot homosexualité n'existant pas, était vue d'une façon très ironique ou malveillante au XVIIIe siècle, où la police d'ailleurs était essentiellement la police des mœurs, faite pour chercher ce qu'on appelait également les chevaliers de la Manchette. On lui demande pour comment expliquez-vous, parce que les actes qui ne sont pas naturels, comme la pédérastie. Et alors il a cette parole, il explique que dans d'autres peuples, bon, c'est quelque chose qui n'est pas contre, mais il suit l'opinion courante lorsqu'on l'interroge sur les mœurs françaises, et il a cette parole très intéressante, la crainte de la vérole à Paris. Or, c'est intéressant parce que la vérole, comme vous le savez, c'est ce qui est appelé ensuite syphilis, parce que les relations homosexuelles, contrairement à ce qui s'est passé à propos du sida, étaient considérées précisément comme innocentes. Et bien qu'elles étaient critiquées parce qu'on les considérait comme ridicules, c'est la position d'ailleurs que Sade prête à un de ses personnages dans Aline et Valcourt. Bon, je n'explique pas où ça se trouve à quel moment, mais quelqu'un qui est un législateur utopique et qui veut faire disparaître l'homosexualité, dit au fond elle s'effondrera elle-même sous son ridicule,
parce qu'on considère que l'homosexualité est profondément ridicule. Donc tout ça, ça discute aussi, ce sont des opinions très intéressantes, lesquelles à l'heure actuelle on ose à peine évoquer, étant donné qu'il y a tellement de langage convenu, d'idées qui forment des clichés, que toutes ces choses qui sont tout à fait naturelles ne sont même plus concevables dans la plupart des cas. Donc il y a ce fait que l'homosexualité à cette époque-là était considérée comme innocente, inoffensive, alors que la transmission du mal de Vérone, ce qu'on appelait le mal de Vérone, ou de la vérole, par les femmes, par les prostituées, était crainte à l'extrême, et que c'était vraisemblablement par là que se faisait la voie de transmission la plus ordinaire. Tandis qu'au contraire, avec le sida, c'est quelque chose qui a été, pour ceux qui ont vécu à cette époque, qui s'en souviennent parfaitement, qui a été considéré comme un mal spécifique des homosexuels, comme étant le cancer gay, que c'était dans ce domaine, dans ce milieu-là, que ça s'était diffusé. Je tenais à préciser cela, puisqu'il a été question de Diderot. Donc on voit dans quelle catégorie Diderot pouvait ranger les relations homosexuelles, et puisque je parle de lui, il faut parler également, peut-être faire une petite allusion à Rousseau, une personne à la thèse de laquelle j'ai assisté, j'ai été membre du jury il y a une dizaine d'années, non pas ici, mais à la Sorbonne, avait fait un livre qui a paru aux presses universitaires et qui est consacré à la sexualité de Rousseau, et où elle affirme, en le démontrant d'une façon qui est assez convaincante. Il y avait là des spécialistes de Rousseau comme Jean Delbrun qui n'ont pas discuté, qui n'ont pas considéré que c'était une hypothèse impossible. Elle a considéré que lorsque Rousseau avait affirmé qu'il avait mis à l'hospice des enfants trouvés les 5 enfants successifs qu'il avait eus avec Thérèse, qui était sa concubine, il a menti pour cacher tout simplement quelque chose qu'il considérait comme beaucoup plus grave que de mettre des enfants trouvés à l'hospice, qu'à l'heure actuelle on considérerait quand même comme un acte, et qu'on continue à considérer comme un acte un petit peu léger ou sinon impardonnable. C'est parce qu'il voulait cacher, dissimuler le fait qu'en fait il n'avait pas particulièrement de relations féminines, même s'il en a eu quelques-unes, qu'il était d'autre part impuissant, qu'il n'avait aucune possibilité d'engendrer qui que ce soit, et qu'il voulait dissimuler son homosexualité. Je ne sais pas si c'est vrai, ou si c'est vrai, mais c'est quelque chose qui se trouve affirmé dans une thèse. Et il faut y joindre, puisque Lionel a présenté un fragment un peu, je dois dire d'une façon un peu légère, puisque je suis moi-même un co-auteur, si l'on peut dire, de ce texte, et que j'y parais comme une sorte de faux William Moore, avec un air lamentable, et qui lit des textes avec un chapeau de paille mexicain, et qui lit des textes de Guy, qui sont tirés de l'amphithéâtre des morts. Je te dirais à propos de ce cul que Rousseau, pour sa part, peut-être tout le XVIIIe siècle, appelait le cul un objet ridicule. Lorsque dans les Confessions, il raconte une mésaventure qui lui est arrivée à Venise. À Venise, là où il a eu une mésaventure avec cette jeune servante
qui, devant ses efforts pour baiser avec elle, lui a dit «Anetto lascaledone studia la matematica», c'est-à-dire laisse les femmes et étudie les mathématiques. Devant ses efforts peu couronnés de succès de baiser avec cette jeune fille, il était voyeur, et il le dit dans les confessions. Il s'était caché près d'un lavoir, l'endroit où il y avait des lavandières, et, dit-il, il a été puni pour cela parce que ces lavandières, ces femmes l'ont poursuivi dans toute la rue. Il a été obligé de se cacher, je ne sais pas où, dans un couvent, je ne sais pas quoi. Il dit, je leur montrais, il était exhibitionniste, je leur montrais non pas l'objet obscène, donc l'obscène, ça veut dire le devant, mais l'objet ridicule. Or, ridicule, ce qui montre bien que le cul sur lequel d'ailleurs est formé le mot de ridicule lui-même, il y a une sorte de redondance en quelque sorte, puisque le ridicule c'est rire du cul, donc on riait du cul, et lorsque l'on voit ce jeune homme que tu as présenté dans ce fragment montrer son cul, une assistance un peu cultivée peut se demander si il se moque de nous, ou s'il montre effectivement son cul, parce que le cul a toujours une signification de moquerie. Je ne sais pas qui l'a utilisé, je crois que c'est Ken Loach dans Qu'est-ce qu'il a utilisé, parce qu'à un certain moment, alors que le petit garçon va chercher, va voler un livre à la bibliothèque, un livre qu'on ne veut pas lui donner, il y en a un qui détourne l'attention à la fenêtre, parce que c'était qui tire sur le pantalon également et qui montre son cul, de sorte que la bibliothécaire se précipite en le menaçant du doigt, et pendant ce temps, le petit garçon met le livre dans sa blouse, un livre sur l'élevage des faucons, je crois que c'était ça qu'il écoutait. Bon, je termine maintenant, pour ne pas vous lasser, en disant que ce qu'il y a également de violent, mais d'une violence salutaire également, mais qui n'a jamais cessé d'exister, qui même vraisemblablement se renforce, et se renforcera par la nécessité des choses au fur et à mesure que les gouvernements, les mentalités, comme on dit, et les mœurs se développeront dans le sens qu'elles ont à l'heure actuelle, c'est que la force du cinéma de Lionel, en tant qu'il s'appuie sur l'homosexualité, c'est précisément son éros militant. À l'heure actuelle, le militantisme est pour la normalisation. Comme on l'a dit, d'ailleurs Blanche l'avait dit aussi, et peut-être que dans le livre qu'ils ont écrit ensemble, les deux figures se répondent. Jean-Louis Bory a toujours été, qui est un homme remarquable et que j'aimais beaucoup, qui s'est suicidé à l'âge de 60 ans par une sorte d'imbécilité complète, puisqu'il considérait qu'il était trop vieux, alors qu'à l'heure actuelle, les gens de 60 ans se considèrent comme jeunes. Quoi qu'il en soit, là, c'est aussi des complexes et des mystères des individus que l'on ne pourra jamais élucider. Quoi qu'il en soit, le pauvre Jean-Louis Bory militait pour la reconnaissance à la normalisation. Tandis qu'on pourrait dire que Lionel a toujours présenté l'homosexualité en tant précisément qu'anormal, et le phare de Diogendel était un manifeste de l'anormalité, non pas la normalité en deux mots, mais anormalité. C'est-à-dire c'est précisément ce dont les homosexuels sont toujours recommandés, c'est d'être anormaux, c'est-à-dire de ne pas se soumettre à la norme, de ne pas d'entrer en opposition directe de front avec ce qu'il y a de plus difficile à contrer, ce à quoi il est le plus difficile de s'opposer, c'est-à-dire les mœurs communes, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. L'homosexualité est toujours entre deux fronts avec cela,
et l'image de Lionel, je reviens à mon point de départ, et je termine, tire sa violence, justement, de cette transgression, de cette non-conformité permanente qu'il y a dans la totalité de ces films qui représentent directement le sexe et les activités d'ordre sexuel, ou qu'ils soient dirigés vers d'autres choses, comme d'autres histoires, comme ce qu'il a fait sur lui-même, sur sa mère, comme je ne sais plus d'autres films qui ne sont pas directement consacrés à la sexualité, ou alors comme à quoi il a consacré sa vidéo depuis un certain nombre d'années, comme une sorte de journal ininterrompu, où tout n'est pas nécessairement consacré à la sexualité. À propos de cette vidéo, je termine alors franchement là-dessus, dans ce qu'il a filmé sur moi, puisque il suit mes interventions avec une vidéo depuis un certain nombre d'années, mais c'était comme celle d'autres aussi, je l'espère, mais les miennes en particulier, j'en suis témoin. Un des meilleurs souvenirs de cette vidéo suivie, c'est le gag involontaire qui a eu lieu à Rio de Janeiro, une fois que, par un extrême hasard d'ailleurs, il s'est trouvé que Lionel était au Brésil, alors que moi j'étais pour quelques jours à Rio de Janeiro pour célébrer Gilles Deleuze avec un certain nombre d'autres personnes à l'université, à une des universités, l'université d'État de Rio. Et il y avait une grande salle où il y avait beaucoup de personnes, et il y avait une table comme cela, où il y avait des personnes qui devaient s'asseoir. On était d'abord debout au moment d'entrer, et chacun avait une chaise derrière lui. Je ne sais pas comment ça se fait. Alors, les autres personnes, ah non, c'était moi qui devais commencer. C'est moi qui devais commencer, de sorte que tout le monde était d'abord debout avant de s'asseoir, et celui qui présidait l'ensemble, enfin, fait un petit speech debout, c'est pas dit, de s'asseoir. Tout le monde s'assied. Je ne sais pas comment ça se fait. On avait mis derrière moi une chaise plus basse, sans doute, la table. Je ne sais pas du tout comment ça a pu se faire. Je m'assieds, et en m'asseyant, je disparais complètement jusqu'au cou derrière la table. C'est sur cette vidéo d'ailleurs. C'est dommage que tu ne les aies pas. On va essayer de la voir, on va demander si on peut la voir. Je disparais. Alors, René à Rio. La scène a consisté à ce que c'est une scène d'une demi-seconde, et à ce moment-là, tout le monde s'est précipité avec des dictionnaires, des inquartos, parce qu'il y a également sans doute une bibliothèque le long de la salle, et on m'a monté une dizaine de dictionnaires, de sorte que j'ai pu m'asseoir. Voilà un des meilleurs moments, et un des meilleurs souvenirs de ces collaborations cinématographiques que j'ai eues avec Lionel. Je vous remercie. Que la chaise ne va pas rapetisser derrière vous. Merci René Scherer pour cet exposé passionnant. Nous gardons un temps pour les questions à la fin. On a le temps de passer le train. Ah d'accord. Eh bien, on va peut-être lui donner la parole. Si elle est d'accord. On reprend notre ordre initial. Ça nous... Bonjour, on vous écoute. Tu expliques un peu, Stéphane? Alors, tu expliques que Maxime vient pas. Comment? Vous voulez passer le film là? Non. Vous voulez le passer?
Non, on peut le passer après le film, mais il faudrait expliquer que Maxime Forster ne vient pas et que... Oui, donc on l'a dit tout à l'heure, et on va le redire, Maxime Forster ne vient pas. Donc on peut dire en quelques mots qu'il est chercheur à l'Université de Dallas, qu'il a travaillé, je pense, sur l'œuvre de René Scherrer. Maxime Forster, qui n'est pas là ce soir, mais dont nous allons entendre le texte, qu'il a travaillé aussi sur la transsexualité, et qu'il va nous parler de la dissémination jubilatoire du moi. C'est un programme chez Lionel Soucaz, enfin elle va nous parler. Je l'ai juste l'article. Voilà, donc nous lire son texte. Lionel Soucaz ou la dissémination jubilatoire du moi. C'est un peu tout l'univers de Lionel Soucaz qu'on retrouve condensé dans son court-métrage intitulé Autoportrait et dont le titre ne devrait pas nous induire en erreur. Il s'agit certes d'un autoportrait au sens où Soucaz, le réalisateur, se fait acteur par la représentation de son visage à l'écran. Mais cette représentation n'a pas pour but de fixer un visage sur un nom, de délimiter une identité dans la clôture d'une personne socialement immatriculée et reconnaissable. J'aimerais, dans le présent essai, développer l'hypothèse que la pratique du cinéma de Soucaz est à la fois une exploration et une prolifération du désir, et que cette recherche du désir passe par le démantèlement de la catégorie psychopolicière qu'est l'identité, identité rejetée comme instrument de surveillance politique et comme obstacle à un mode de vie dédié à la liberté des corps amoureux, corps peu soucieux de décliner leur nom, prénom, adresse, et de se retrouver catalogués dans un endroit précis, dans une catégorie immuable, dans la cartographie du masculin, du féminin et de la dissémination sexuelle. Le titre de mon intervention, Lionel Soucaz ou la dissémination jubilatoire du moi, propose donc une lecture du cinéma de Soucaz comme étant guidé par le souci de ne jamais entraver l'expression et la satisfaction des désirs par l'obstacle que constitue l'immatriculation sociale de l'individu amoureux. Revenons donc à cet autoportrait et à ce qu'il esquisse, plutôt qu'à ce qu'il définit. On aimerait ici oser le néologisme indéfinir, si l'on entend par ce verbe un travail visant à se libérer des définitions associées à la construction de l'identité. Dans l'autoportrait, le spectateur est exposé à un défilé d'images, se succédant plus ou moins rapidement les uns aux autres, mais sans lien linéaire, sans échafaudage narratif, et sans que les acteurs soient amenés à délivrer un message univoque, puisque la totalité de bande-son est constituée par 2 chansons de Valérie Lagrange. On ressort de cet autoportrait avec la sensation d'un brouillage et d'un fondu enchaîné permanent, même si, techniquement, il ne s'agit pas de fondu enchaîné, mais précisément de shoot d'images. Le brouillage vient d'une part de la résistance à la possibilité d'imposer la lecture claire et cohérente d'un message unique, et d'autre part, d'une application dans le domaine cinématographique de la pratique du collage utilisé en peinture, et qui consiste à coller sur un support divers matériaux pouvant être aussi variés, par exemple, qu'une page de magazine, un éclat de verre ramassé lors d'une promenade, ou des gouttes de sang ou de sperme ayant perlé d'on ne sait quel corps. C'est l'importation de la pratique du collage dans le domaine du cinéma qui donne cette impression d'une suite de fondus enchaînés, ces derniers permettant d'opposer la dissémination du moi à sa réification. L'autoportrait de Soucaz est en quelque sorte un collage cinématographique où l'écran devient le support de divers matériaux, a priori arbitraires, mais qui ébauchent chacun une tendance propre à l'univers de Lionel Soucaz. Le visage de Soucaz fait partie de cet autoportrait, mais il n'en est qu'une portion et compose avec d'autres collages une sensibilité thématique, une constellation unique propre à consteller ce qui constitue l'univers du réalisateur. La sensation de fondu enchaîné vient précisément de l'accumulation des couches de collage, accumulation permise par le choix de l'écran comme support de l'œuvre. Passons donc au vif du sujet. Quels sont les matériaux qui donnent un visage, ou plutôt qui envisagent et dévisagent l'univers de Soucaz? J'ai repéré 4 genres de collage. Il y a
outre le visage de Soukaz, les images de corps inconnus et désirables. Par exemple, de ce travailleur ou flâneur filmé en plongée à l'extérieur, dont le visage n'effleure jamais à l'écran, mais dont le corps traduit l'appétit pour la chair, l'exaltation du désir et l'invitation à la drague. Il y a aussi, tourné en intérieur, ce visage, peut-être d'un ami ou d'un amant, dont le regard et le sourire sont autant d'ouverture à la tendresse et au désir d'entr'ouvrir un appel à la caresse. Un gros plan sur la bouche entr'ouverte de ce visage évoque sans ambiguïté la forte sensualité qui sature la compagnie de cet inconnu qu'on aimerait mieux connaître. Ces images de corps et de visage représentent l'amour homosexuel comme l'école buissonnière du corps désirant, comme le roman d'apprentissage de la cuisson du désir et de l'inspiration artistique qu'il peut provoquer et qui se retrouve dans les films de Soukaz. Ces images de chair glanée au hasard des rencontres de la vie et de vie ancrent l'expression du désir et de son nomadisme dans le cinéma de Soukaz. Il y a aussi des images de manifestants dans les rues, des images qui montrent quelques banderoles où l'on peut lire à la va-vite qu'il s'agit de travailleurs venant de Paris et de la banlieue pour défendre leurs droits sociaux et en revendiquer de nouveaux. Ces images représentent la partie militante, politique, révolutionnaire de Soukaz, pour qui l'exploration des corps désirés et désirants n'est pas dissociable de l'émancipation des plébéiens contemporains vis-à-vis de l'oppression subie dans notre système capitaliste. Beaucoup d'autres films de Soukaz explorent le militantisme dans son moment le plus brut et le plus radical, celui du moment de la manifestation dans la rue, du réinvestissement de l'espace public pour porter le combat au nom de la justice sociale. Soukaz a défilé et filmé les manifestations des travailleurs, des homosexuels, des transsexuels, des pacifistes, de tous ceux qui rejettent un ordre de la précarisation, de la discrimination et de l'impérialisme. Je pense par exemple au court-métrage Texas Chain Political Massacre qui, sous couvert d'une parodie du fameux film d'horreur The Texas Chainsaw Massacre, remplace les tueurs de ce film gore par les figures de George Bush et Vladimir Poutine, tout en leur opposant des activistes d'ACT UP qui manifestent pour les malades du sida, les sans-papiers, les femmes et les minorités sexuelles. La barricade et l'émeute font pleinement partie de l'univers de Soukaz et se retrouvent à juste titre dans son autoportrait. Autre composante du collage, les arts à travers la musique, la peinture et la littérature. On aperçoit sur une toile ce qui pourrait être un portrait ou autoportrait dessiné de Lionel Soukaz, puis deux couvertures de livres, à savoir Ma mère de Georges Bataille, texte culte de la littérature érotique, et la mythologie grecque, de Pierre Guémal. La musique, enfin, est présente à travers deux chansons de Valérie Lagrange. La première est Au cœur de l'amour, et la seconde est On meurt tous d'amour. Si Soukaz déserte volontiers l'ennui et la discipline du savoir officiel dispensé par l'éducation nationale, s'il reçoit comme un honneur, fidèle à l'esprit de Jean Vigo, un zéro de conduite pour ne pas se fondre dans l'uniformité de l'éducastration, sa pratique du cinéma n'en est pas moins une école, mais une école buissonnière où la liberté et le plaisir d'apprendre sont les deux tétons guidant l'appétit pour la culture, traduit ici dans l'autoportrait par des références culturelles à trois domaines artistiques en dehors du cinéma, peinture, musique et littérature. Cette volonté d'apprendre et ce goût d'un savoir émancipateur se retrouvent tout au long du cinéma de Soukaz, notamment dans l'usage des citations écrites, souvent de Guy Hockenheim, dont il ponctue parfois ses œuvres, ou encore dans la volonté de filmer des séminaires ou des conférences où il est question de promouvoir des penseurs libertaires. Je pense ici au séminaire donné par René Scherrer, filmé par Soukaz, et consacré à mettre la pensée au service de la révolution des corps et des âmes. Je pense aussi, par exemple, à l'hommage rendu au chanteur Amé dans le court-métrage Amé, on t'aime, ou encore l'hommage à l'écrivain argentin Coppi dans le court-métrage Coppi, je t'aime. Les paroles des deux chansons de Valérie Lagrange choisies par Soukaz donnent aussi une clé pour appréhender l'univers de Soukaz. C'est un univers de l'amour, un univers où l'on aime aimer, aime faire l'amour,
aimer tomber amoureux des inconnus, des étrangers, des nourritures terrestres qui justifient et motivent la prolifération des désirs. Non seulement on aime aimer, mais on en vit, au point que, sans amour, la vie est condamnée à se fracasser. Non pas l'amour comme sublimation chaste et apaisée de la dialectique du désir et du plaisir, mais l'amour comme principe d'être au monde dans un corps habité par l'intensification de ses jouissances physiques et mentales. On peut dire que la caméra de Soukaz est une caméra amoureuse, car elle n'est pas dans la représentation artistique du linéaire ni la transcendance, mais la restitution nette et brute d'une pulsation de vie maintenue par ce que Hockenheim avait décrit comme l'envie inlassable du corps des autres. Caméra amoureuse aussi, car militante, c'est-à-dire fraternelle de toutes les luttes contre l'oppression. Cette solidarité est intrinsèquement politique et érotique, dans une tradition qui n'est pas sans évoquer Jean Genet ou Guy Hockenheim, qui ont chacun expliqué que la collusion du désir et de la politique n'était pas accidentelle, mais fondamentale pour mettre en branle la vocation révolutionnaire. Si nous citons Hockenheim, c'est parce qu'il est une référence constante, le complice tutélaire, le rivage salutaire sur lequel le cinéma de Soukaz aime trouver son inspiration. Le visage de Guy Hockenheim apparaît donc également dans cet autoportrait sous la forme de plusieurs photos, d'un extrait d'entretien et d'une mise à l'écran de son fameux article de presse commençant par « Je m'appelle Guy Hockenheim, j'ai 25 ans » et déclarant sans honte qu'il est homosexuel en janvier 1972 dans le Nouvel Observateur. Le collage ne serait pas complet si, en plus de l'autoportrait, des corps désirés, des corps qui manifestent, du croisement avec d'autres arts et de la présence de Guy Hockenheim, il n'y avait pas aussi des images descriptives de paysages urbains ou d'intérieurs d'appartements, égrénant ici et là des photos d'enfants, ou encore un ciel bleu où la fumée blanche de 2 avions vient de constituer un X en plein azur. Ce X caractérise bien l'univers amoureux de Soukaz. D'une part parce que le désir y est exploré sans tabou, et d'autre part parce que le X évoque à la fois l'appétit pour le cul, surtout en plein air, mais aussi la menace de la censure d'État, comme celle qui frappa le film Rasdep à sa sortie en 1979 en le classant X. Ce X en plein air, c'est un peu le manifeste du cinéma de Soukaz, la volonté d'inscrire publiquement et poétiquement le bonheur d'être pénétré du désir d'aimer et d'être aimé. En analysant cet autoportrait de Soukaz comme un collage, j'espère avoir montré que l'identité du réalisateur devait être appréhendée comme ouverte, hospitalière, turgescente, tendue vers la projection et l'interpénétration, c'est-à-dire dans la dissémination jubilatoire du moi. Dans la suite de cet essai, j'aimerais d'une part insister sur l'importance du triangle relationnel entre Scherer, Hockenheim et Soukaz, et d'autre part définir le cinéma de Soukaz comme n'étant pas, paradoxalement, une œuvre au service du visuel, mais plutôt au service du tact, un cinéma à tâtons, en quelque sorte. Ces 2 points auront pour but d'illustrer pourquoi la quête au désir s'accompagne dans le cinéma de Soukaz du rejet critique et festif de l'identité. Lorsque je publie en 2007 « Penser le désir », pour proposer une introduction à la philosophie de René Scherer, il me semblait impensable de ne pas inclure un chapitre sur la complicité qui liait le destin et les pensées de Guy Hockenheim et de René Scherer. Aujourd'hui, à défaut de vouloir réécrire ce livre, j'aimerais suggérer qu'il est intellectuellement fécond d'intégrer le triangle relationnel Hockenheim-Scherer-Soukaz pour avoir une clé de lecture du cinéma de Lionel Soukaz. Ce triangle relationnel est ancien et accompagne Soukaz dès les débuts de son cinéma. Guy Hockenheim et René Scherer ont ponctué le cinéma de Soukaz par leur présence physique devant la caméra, c'est-à-dire par leur rôle dans certaines œuvres, dont la plus célèbre est certainement Rasdep, où les 2 complices donnent de leur personne pour incarner l'histoire de l'homosexualité. La collaboration a été aussi et surtout intellectuelle, derrière la caméra, avec la participation à l'écriture de certains scénarios. C'est ainsi
que Guy Hockenheim apparaît comme le co-réalisateur de Rasdep et que René Scherer est le co-réalisateur du moyen-métrage Guy & Co. Emporté par le sida en 1988, la disparition de Guy Hockenheim ne marque pas la fin du triangle relationnel, mais plutôt sa mutation où les deux amis restants, Scherer et Soukaz, ne cessent de prolonger le souffle de Hockenheim en fêtant son esprit et son souvenir dans d'autres œuvres, dont la plus mémoriale, si je puis dire, est Guy & Co. En bon lecteur de Deleuze et Guattari, Hockenheim avait retenu, lors de la publication du Désir homosexuel en 1972, que plus on libérait ses désirs, plus on se libérait de son identité, ou plutôt de l'identité que la société voulait nous faire endosser pour mieux nous délimiter et nous surveiller. À partir du Désir homosexuel, tous les livres de Hockenheim, qu'ils soient fiction ou essais, vont approfondir ce processus par lequel l'individu devient un ovni, un objet désirant non identifié, afin de ne pas être entravé par des étiquettes et des rapports de force dans sa permanente recherche de la satisfaction des désirs. Le film Guy & Co peut être vu comme un hommage rendu par Scherer et Soukaz à Hockenheim et à l'ensemble de son œuvre. Il ne s'agit pas toutefois de lamenter l'absence de l'ami regretté sur le mode du deuil freudien, mais plutôt de saluer la compagnie de son âme qui continue d'être une source d'inspiration et qui ne cesse de féconder les jeunes libertaires d'aujourd'hui, prêts à poursuivre le combat initié hier par cette figure tutélaire. Parmi les citations de Hockenheim qui constituent la colonne vertébrale du film, on trouve par exemple les trois suivantes, qui expriment parfaitement en quoi la déprise identitaire va de pair avec l'emprise de la jouissance. Toujours hors de moi-même, moi-même ne m'a jamais beaucoup intéressé. Être hors de moi, être à l'étranger. L'identité, illusion et blasphème. Visage fugitif, visage frère, sœur, jumeau, entrevue dans la rame du métro. Vanité du moi, de sa vaine identification. Au fil du film Guy & Co, de jeunes hommes égrènent ces citations et se font les réceptacles vivants de la philosophie du désir et de sa libération selon Guy Hockenheim. Au début du film, un jeune homme déclame « J'ai 59 ans, je m'appelle Guy Hockenheim ». Et vers la fin du film, le chœur des autres jeunes hommes répète à l'unisson « Moi, Guy Hockenheim, l'unique et le multiple, errant de livre en livre entre Dieu et Satan ». On l'aura compris, Guy & Co, ce n'est pas Guy séparé d'autrui par la mort, le temps et la distance, mais Guy Hockenheim, bel et bien présent en autrui, toujours d'actualité et porté par les nouvelles générations. Si Guy est unique et irremplaçable, il n'est pas pour autant perdu et pleuré, mais fêté pour la façon dont sa pensée est source de ferveur et de combat, faisant se rejoindre, comme dans le cinéma de Soukaz, la révolution gauchiste et la révolution sexuelle. C'est encore à l'influence de Guy Hockenheim que je pense quand j'évoque le cinéma de Soukaz, non pas comme visuel, en dépit du support fondamental qu'est l'image, mais comme tactile. Dans le roman L'amour en relief, publié en 1982, Hockenheim bouleverse son lecteur en l'invitant à imaginer l'existence sans la vue, à travers les aventures d'un jeune prostitué bisexuel tunisien, Amar, devenu aveugle suite à un accident de scooter. Ce roman est l'occasion de dénoncer la dictature de la vision, c'est-à-dire la primauté accordée à ce sens contre les quatre autres, mais aussi le fait que la vision appelle la prison de la transparence, de la surveillance par panoptique, de la vie appauvrie et comme castrée par la permanence de la perspective. La critique de la vision par Hockenheim est rappelée par Soukaz et Scherer dans leur film Guy & Co. Lorsqu'une citation reprend une phrase d'Amar, s'écriant qu'il n'a pas le sentiment de la propriété de son corps, car cette propriété est la conséquence d'une idéologie de voyant. Loin de souffrir de ne rien voir, il se sent libéré par la perte de la vue et déclare « Civilisation du tact, les peaux sont mes images ». Voilà précisément où je souhaite en venir. Au fait que le cinéma de Soukaz, inspiré par Scherer et Hockenheim, est un cinéma non pas de la lumière de l'idéal et de la torche du flic, mais plutôt le cinéma qui s'affranchit de la discrimination visuelle pour augmenter l'intensité de ses désirs
en explorant les corps à tâtons. Amour de backroom, amour dans l'ombre d'une porte cochère, entre deux buissons nocturnes, sous un pont, le long des quais de Seine, etc. Le cinéma de Soukaz privilégie le tact, l'anonyme, le non-narratif dans sa recherche du désir, plutôt que de passer par une claire et limpide galerie de mannequins aux attraits socialement formatés. La perte de la vision au profit du toucher, du tactile, permet au cinéma de Soukaz de disséminer l'identité au gré du vent du désir qu'on ne voit pas, mais dont on fait partie. C'est notre regard qui se fait toucher lorsqu'il se pose sur une œuvre de Soukaz. Comme précédemment lorsque j'évoquais le visage et la bouche entrouverte de l'ami amant dans l'autoportrait, un visage et une bouche qui appellent la caresse plus que toute autre chose. Dans un essai coécrit par Ockengame et Scherer en 1986, L'âme atomique, la diffraction est proposée comme méthode de perdition de son identité à travers l'exploration d'une lumière marginale, presque spectrale, issue précisément de ce qui constitue la zone d'ombre de l'ordre social. Je cite. La diffraction se définit en optique comme le phénomène de déviation du rayon lumineux quand il rase les bords d'un corps opaque, d'un corps noir. Ces déviations provoquent des franges au contour des ombres étalées en arc-en-ciel. Charles Fourier a appliqué à l'image de la diffraction à la multiplicité des germes passionnels qui laissent entrevoir, en civilisation même, la promesse de l'ordre harmonique. Avec Fourier, nous comprenons la diffraction comme la lumière qui naît de l'excès des ténèbres. Ici aussi, il me semble que l'usage fait par Ockengame et Scherer de la diffraction permet de combiner à la fois le rejet de la vision au profit du tactile, puisqu'il s'agit de rechercher une lumière atypique qui ne fleurit que dans l'obscurité, et le rejet de l'identité, parce que cette lumière éclaire la multiplicité et l'inassouvissement des désirs sans donner à voir la moindre identité sociale. Alors de grâce, en conclusion de ces réflexions et en clin d'œil, si j'ose dire, au court-métrage Shoot in the Back, qui pourrait être interprété comme la déjection du phallus merdique par l'anus devenu public, ne prenons pas la caméra de Soukaz pour un œil, mais par fidélité à l'esprit de Ockengame, enfant terrible de la philosophie qui décréta que notre trou du cul est révolutionnaire, disons que ce qui constitue l'originalité de la pratique cinématographique de Lionel Soukaz, c'est qu'il a fait de sa caméra un trou du cul rabelaisien, insatiable et libre, hédoniste et anonyme, prenant la dérive du désir comme seul guide pour tâter l'inconnu et s'en repaître pour notre plus grand plaisir. Maxime Forster, je l'ai dit. Bien lu ce texte. La parole à Thibaut Croisy, qui est, je crois, au département des théâtres de l'école normale supérieure, qui est metteur en scène, qui travaille notamment sur le théâtre de Jean-Claude Grandbert, de Thomas Bernard et de Coquille, et qui va nous parler justement de Coquille, tel que nous l'avons vu tout à l'heure. Coquille, étoile filante du cinéma de Lionel Soukaz. Lionel Soukaz et René Scherer, qui ne figurait pas sur le carton tout à l'heure. Donc, j'ai le plaisir maintenant d'inviter René Scherer, Thibaut Croisy pour la suite de la journée. Et Noël Arpied. Oui, j'appelle les intervenants à me rejoindre. Allez-y, René. Je n'ai pas eu beaucoup d'informations sur le premier intervenant, mais je crois que de toute façon il ne sera pas présent. Qui va lire son texte? Johanna. Il est 5 heures. Elle a dit qu'elle venait à 5 heures. Elle peut passer à la fin. Ah, sinon on fait comme ça. Ouais. D'accord. Et bien on va d'abord donner la parole à René. On ne se quitte plus. Plus de soir, vous allez bien.
Ah bon, c'est ça, c'est marqué ici. Alors, donc on ne présente pas évidemment René Scherrer, professeur à l'Université de Paris 8, dont l'œuvre philosophique est bien connue, que je connais moi personnellement aussi pour d'autres raisons, puisque j'ai écrit une biographie d'Éric Rohmer qui sort prochainement, et vous savez, comme vous ne savez peut-être pas, Éric Rohmer est le frère de René Scherrer, et on a accordé un témoignage passionnant à ce sujet. Il sera en bonne place dans le livre. Donc aujourd'hui, c'est pas pour parler d'Éric Rohmer que... C'est ça. Tu es un des co-auteurs d'une biographie qui paraît le 3 janvier. Arrêtons là la pub. Il faudrait l'annoncer que ça fait une propagande. Voilà, c'était la minute d'auto-publicité, mais on est vraiment complètement hors sujet. Donc, on va parler de l'UNEFRICAS, mais c'est pas exactement le... Ce qui est intéressant, c'est uniquement autour de cela que je construis ce que j'improvise ici. Elle avait dit à juste titre, en parlant des éléments pornographiques, c'est-à-dire de représentation de sexe, de nu, d'actes comme la sodomie qui se trouve chez Lionel, effectivement, en particulier dans un certain nombre, pas dans toutes ces œuvres, mais dans un certain nombre d'œuvres. Je ne sais pas ce X, le sexe des anges, ou tout au moins ceux qui sont classés, je pense, j'ai l'impression sur le texte classé X comme celui qui n'est pas présenté, qui s'appelle Friend Boy, je pense, Boyfriend 2, qui ne peut pas être présenté en raison de la censure. Donc il y a effectivement une lutte de Lionel contre la censure, de la même façon que Pasolini a lutté toute sa vie contre la censure, mais contrairement à Pasolini, les films de Lionel n'ont pas donné lieu à des procès contre la censure. Je ne sais pas comment il en a eu, Pasolini en a eu plus de 50, un nombre considérable. Et toutes ces œuvres et tous ces films ont été soumis à la censure italienne. Il a dû s'en défendre en permanence. Lionel a dû s'en défendre. Nous avons lu même lors d'une présentation dont je n'ai pas l'historique très présent à l'esprit, mais peut-être d'autres l'ont eu, une intervention des flics, mais c'était lors d'une présentation, je crois, de films. Il n'y avait pas seulement ce Lionel, il y en avait d'autres. On a été amené vers ces années-là, donc ces films parlent 77 à peu près, on a été amené pendant quelques heures à un commissariat, je ne me rappelle plus lequel. Enfin, on rappellera cela si on en fait l'histoire. Je ne veux pas être long, je dis simplement quelques petites choses à bâton rompu. Donc il y avait cette confrontation de Lionel avec Pasolini, cette ressemblance avec lui sur le plan de l'héros militant, sur le plan du fait que ses œuvres sont soumises à la censure, et sur le plan que j'abordais à l'instant même, lorsque on a parlé de l'érotisme et de la pornographie, et également, alors il a été prononcé l'expression, c'est ça que je relève, et j'en discuterai volontiers parce que ça me semble important. Cette demoiselle a dit pour montrer qu'il n'y avait pas, qu'il y avait dans la présentation que Lionel fait de l'homosexualité ou de la pornographie, qu'il n'y avait dedans aucune violence. Et en disant tous les éléments pornographiques, si je résume bien ce que vous avez dit, si vous êtes là, tous les éléments pornographiques de Lionel sont accompagnés d'amour, il n'y a pas ce n'est pas quelque chose qui est un amour qui conduit au crime, à la violence, non, il n'y a pas de... Pourquoi je ne suis pas d'accord avec cela et pourquoi je dis au contraire qu'il y a une extrême violence chez Lionel Soucave?
Non pas du tout que je considère la violence comme étant l'assassinat, le meurtre, le crime ou le viol, quelque chose qui soit une prise, par exemple, d'une personne que l'on attache, que l'on opprime, que l'on attaque à plusieurs. Non, c'est pas du tout ce genre de violence. Ce genre de violence, on en a vu d'ailleurs un élément tout à l'heure. Je me contente de cela puisque vous en avez vu les éléments sur cet écran. C'est par exemple dans les petits moments où il y a X qui est ce film, là c'est une erreur impardonnable. N'ayant pas la possibilité, on a forcément l'imagination est toujours courte, on a des réserves, mais on n'en a pas infiniment, donc je ne voulais pas, je n'avais pas l'idée quand Stéphane m'a demandé de faire quelque chose. Je croyais que c'était une table ronde. Je ne savais pas que ça aurait une si grande portée, une si grande importance, que ça soit un véritable colloque s'étendant sur plusieurs jours. D'ailleurs, je m'en réjouis pour Lionel également, et je trouve que c'est parfaitement justifié. Mais dans mon esprit, c'était un petit table ronde, donc je n'avais pas pensé écrire un texte. Et l'ayant envoyé, on m'a demandé le titre. Alors, ce titre, c'était Lionel Soucard, une vitalité désespérée. Si vous ne l'avez pas lu, bien que je ne sois pas très partisan inconditionnel des moteurs de recherche sur Internet, vous le trouvez à ce titre sur Internet, donc vous pourrez le recopier. C'est pas la peine de faire double emploi, allez le chercher, vous le trouverez. Alors, je me suis dit, je vais changer. Alors, j'avais mis violence et passion. Violence et passion, c'était aussi pasolinien d'ailleurs, puisque Pasolini a écrit, comme vous le savez, un roman qui s'appelle Une vie violente, donc ça ne détournait pas non plus de la référence pasolinienne. Mais, ayant écrit Violence et passion, j'ai entendu aujourd'hui de la part d'une personne qui était à la table précédente, qui a dit des choses très intéressantes, mais je ne suis pas d'accord avec ce qui avait été dit, que j'avais entendu, et qui est intitulé de ton intervention. Ah non, il n'y a pas d'intervention. L'intervention, j'avais donné à Stéphane, qu'il avait mis, parce que c'est-à-dire que j'ai déjà sur Lionel écrit un article il y a 2 ans à peu près, qui était sur Internet, mais qui a été donné dans une revue, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Point Limplan. Pour le cinéma. Point Limplan, et que j'avais appelé Une vitalité désespérée. Comme, voilà, ce titre, c'est une formule comme ceux qui ont une connaissance de Pasolini ont pu la lire chez Pasolini, c'est une formule pasolinienne. Je l'avais utilisée pour ce titre, parce que je pense qu'il y a, en dépit des différences, qu'il y a forcément à la fois dans la personne, dans le cinéma, il y a une certaine, il y a des analogies, il y a des résonances tout au moins entre Pasolini et Lionel. Ne serait-ce évidemment, c'est un lien évident par l'intermédiaire de l'homosexualité, qui est d'ailleurs, il faut dire, le thème qui ici réunit autour de cet Eros militant, le cinéma de Soucard,
Donc, on peut dire que c'est Pasolini aussi, d'une certaine mesure, à travers un certain nombre. C'est pas uniquement cela, mais il y a de l'éros militant chez Pasolini. Il y en a dans sa poésie, il y en a dans ses romans. Or, il y en a aussi chez Lionel. Tout cela pour dire que cette vitalité désespérée, je l'avais empruntée à Mussolini.